Je ne pensais jamais que l'on pouvait avoir aussi mal à cause des gens qui nous ont donné la vie. On nous apprend dès l'enfance que la famille est un sanctuaire, un refuge inébranlable contre les tempêtes du monde extérieur. Mais personne ne nous prévient que parfois, la tempête vient de l'intérieur même de la maison. Personne ne nous dit que les loups ne sont pas toujours dans la forêt, mais qu'ils peuvent être assis juste en face de vous, à la table du dîner du dimanche, vous souriant avec bienveillance tout en affûtant leur couteau. Mes parents ont volé l'avenir de mon fils. Ils ont pris ce qu'il y avait de plus précieux, non seulement en termes d'argent, mais en termes d'histoire, de mémoire et d'amour, et ils l'ont vendu comme une vulgaire marchandise dans une brocante de quartier. Ils ont bradé un héritage estimé à 95 000 € pour s'offrir un jouet d'adulte, un caprice égoïste, un camping-car de luxe flambant neuf. Tout cela pour satisfaire les désirs immatures de mon frère cadet, l'éternel enfant roi qui n'a jamais su grandir. Je pensais connaître la cupidité humaine, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle porterait le visage familier de ma propre mère. Je n'avais jamais imaginé que le sang qui coule dans nos veines pouvait devenir un poison si violent et si destructeur. Ce qui va suivre est l'histoire de la trahison la plus douloureuse de ma vie, mais aussi celle d'une justice implacable qui a fini par s'abattre sur ceux qui se croyaient intouchables. Avant de plonger dans les détails sordides de ce drame familial qui a bouleversé mon existence, je voudrais prendre un moment pour vous remercier d'être là, à m'écouter. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule dans cette épreuve. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Cela me donne de la force de voir votre soutien à travers le monde, de savoir que quelque part, quelqu'un comprend ma douleur. Je m'appelle Azilis. J'ai 36 ans. Je suis une femme ordinaire, gestionnaire de paie dans une entreprise de transport logistique à Saint-Étienne. Ma vie n'a rien de glamour ni d'extraordinaire. Je suis une mère célibataire qui se bat chaque jour, calculant chaque euro, pour offrir une vie décente et stable à mon fils unique, Elouan, âgé de 11 ans. Nous vivons dans un petit appartement en centre-ville, loin des quartiers huppés, mais c'est un foyer rempli d'amour, de livres et de rires. Elouan n'est pas un garçon comme les autres. C'est un enfant calme, introverti, passionné par l'histoire et les récits du passé. Tandis que les autres garçons de son âge réclament à corps et à cri des consoles de jeux vidéo dernière génération ou des baskets de marque hors de prix, Elouan, lui, passe ses soirées silencieuses à examiner des timbres à la loupe, fasciné par les détails minuscules de ces petits bouts de papier. Cette passion dévorante lui vient de mon grand-père paternel, Papy Ambroise. Ambroise est le véritable patriarche de la famille, un homme droit, un ancien cheminot qui a passé toute sa vie à travailler dur et à constituer, année après année, une collection de timbres exceptionnels. Il ne s'agissait pas de n'importe quels timbres achetés au bureau de poste du coin. Sa collection comprenait des pièces rares, des trésors de l'époque Cérès et Napoléon III, datant des débuts tumultueux de la Troisième République française. Pour Papy Ambroise, ces petits rectangles dentelés racontaient l'histoire de la France, ses révolutions, ses changements, ses espoirs. Il pouvait passer des heures à en parler, les yeux brillants, et Elouan buvait ses paroles comme s'il s'agissait de contes de fées. Il y a 2 ans, pour les 9 ans d'Elouan, Papy Ambroise a fait quelque chose d'extraordinaire, un geste qui a marqué notre famille. Sentant sa santé décliner et sachant qu'il devait bientôt entrer en EHPAD, cette maison de retraite médicalisée où l'on attend la fin, il a officiellement légué l'intégralité de sa collection à Elouan. Je me souviens encore de la scène comme si c'était hier. La lumière dorée de l'après-midi filtrant à travers les rideaux, l'odeur de vieux papier et de cire d'abeille. Sa main tremblante, tachée par le temps, posée sur l'épaule frêle de mon fils. Il lui a dit d'une voix rauque mais ferme, « Prends en soin, mon grand. Ce n'est pas juste du papier. C'est ton avenir. C'est pour payer tes grandes études, pour t'acheter ta première maison quand tu seras un homme. Promets-moi de les protéger comme je l'ai fait. » La collection avait été expertisée à l'époque par un professionnel reconnu à environ 95 000 €. Une somme colossale pour des gens comme nous. C'était le ticket de sortie d'Elouan, sa sécurité pour l'avenir, la garantie qu'il ne galérerait pas autant que moi. Nous gardions l'album principal, un lourd ouvrage relié en cuir bordeaux, dans un petit coffre inifugé caché au fond de mon armoire. Elouan aimait parfois le sortir pour l'étudier, tournant les pages avec une précaution religieuse, portant des gants de coton blanc pour ne pas abîmer les précieux timbres. Le drame a commencé un samedi de juin, sous un ciel gris et bas typique de notre région. Je devais partir en séminaire professionnel à Lyon pour une semaine complète. C'était une opportunité de promotion majeure que je ne pouvais absolument pas refuser si je voulais améliorer notre quotidien. Naturellement, j'ai demandé à mes parents, Bernadette et Francis, de garder Elouan pendant mon absence.
Ils habitent une grande maison avec jardin en périphérie de Saint-Étienne, un endroit qui aurait dû être un havre de paix pour mon fils. Elouan a insisté pour emporter l'album de timbre avec lui. Il voulait préparer un exposé important pour son cours d'histoire sur la communication au XIXe siècle. J'ai hésité longuement. Je sentais une boule dans mon estomac. Je n'aimais pas que ce trésor sorte de la maison, c'était trop risqué. Mais mes parents avaient un coffre-fort scellé dans le mur de leur bureau, et je me suis dit, naïvement, qu'ils seraient en sécurité là-bas, peut-être même plus que dans mon appartement vide qui pouvait être cambriolé. Quelle erreur monumentale! Quelle stupidité de ma part d'avoir fait confiance au lien du sang. Lorsque j'ai déposé Elouan ce matin-là, ma mère, Bernadette, a vu l'album lourd dans les bras de mon fils. Elle a levé les yeux au ciel avec ce mépris habituel, cette condescendance qu'elle affiche dès qu'il s'agit des passions intellectuelles d'Elouan, qu'elle juge ennuyeuses. Encore ces vieux papiers poussiéreux? A-t-elle ricané en prenant le sac de voyage d'Elouan. Franchement, Asilis, tu devrais lui acheter un ballon de foot ou l'inscrire au judo. Il va finir par devenir aussi vieux jeu et asocial que ton grand-père. J'ai serré les dents pour ne pas répondre sèchement. Je voulais que la semaine se passe bien. Maman, s'il te plaît. C'est la collection de papy. Elle vaut une fortune, tu le sais très bien. Fais-y très attention, je t'en prie. Mon père, Francis, a marmonné depuis son fauteuil inclinable devant la télévision, sans même nous regarder. Oui, oui, on sait. Des bouts de papier qui valent de l'or, on connaît la chanson par cœur. Laisse-le là, on s'en occupe, ne t'inquiète pas. J'ai embrassé Elouan sur le front, lui promettant de l'appeler tous les soirs avant qu'il ne s'endorme. Il a serré l'album contre sa petite poitrine avant de monter l'escalier vers sa chambre d'amis. J'ai vu son petit visage inquiet à la fenêtre quand ma voiture s'est éloignée dans l'allée de gravier. Si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais fait demi-tour instantanément, crissant des pneus. J'aurais démissionné sur le champ plutôt que de laisser la chair de ma chair et son héritage entre les mains de ces gens qui souriaient par devant mais calculaient déjà par derrière. Je ne savais pas que je venais de livrer l'agneau aux loups affamés. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je verrais mon fils avec cet air d'innocence absolue. La semaine de séminaire à Lyon a été intense, remplie de réunions interminables et de déjeuners d'affaires. Mais malgré l'agitation, j'avais un mauvais pressentiment qui me collait à la peau comme une seconde peau moite. Une petite voix au fond de moi me disait que quelque chose clochait. Chaque soir, lorsque j'appelais Elouan au téléphone pour lui souhaiter bonne nuit, il semblait évasif, distant. Quand je demandais s'il avançait sur son exposé, s'il s'amusait bien avec mamie et papy, il changeait de sujet ou répondait par des monosyllabes. Je mettais ça sur le compte de la fatigue, du dépaysement ou de l'ennui inévitable chez des grands-parents qui ne sont pas très joueurs. Je me rassurais en me disant que c'était normal. Le vendredi soir, je suis enfin arrivée chez mes parents pour récupérer mon fils. Il était environ 18 heures. L'atmosphère dans la maison était étrange, presque surréaliste. C'était trop calme. Trop joyeux, même. Ma mère fredonnait une chanson populaire dans la cuisine en préparant le dîner, et mon père sifflotait gaiement en arrosant ses précieux géraniums sur la terrasse. D'habitude, ils passent leur temps à se plaindre de la météo, de leur rhumatisme, de la politique ou du coût de la vie. Cette légèreté soudaine était suspecte. Je suis montée directement à l'étage voir Elouan, mon cœur battant un peu plus vite sans raison apparente. Je l'ai trouvé assis sur le bord du lit, dans la pénombre, les yeux rouges et gonflés, les épaules affaissées. Il ne jouait pas. Il ne lisait pas. Il fixait juste le mur blanc en face de lui avec une expression de désespoir total. « Chérie ? Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé doucement, mon cœur ratant un battement. Il a tourné la tête vers moi et s'est jeté dans mes bras, sanglotant si fort qu'il ne pouvait pas respirer. Son petit corps tremblait contre le mien. L'album. Maman. L'album, a-t-il réussi à articuler entre deux hoquets. Un froid glacial, polaire, m'a traversé l'échine. J'ai regardé autour de moi dans la chambre. Le sac de voyage d'Elouan était là, ouvert, ses vêtements en vrac. Mais l'épais album en cuir bordeaux, cet objet massif et imposant, n'y était pas. Où est-il, Elouan ? Réponds-moi. Je ne sais pas. A-t-il crié, la voix brisée par la panique. Mamie a dit qu'elle rangeait ma chambre mardi pendant que j'étais à l'école. Et quand je suis revenue, il n'était plus là. J'ai cherché partout. Sous le lit, dans l'armoire, partout. Elle dit que j'ai dû le perdre, que je l'ai sorti et oublié quelque part.
Perdre? On ne perd pas un album de 2 kilos, grand comme une encyclopédie, comme on perd un trousseau de clés ou un jouet en plastique. C'était impossible. Je suis redescendu les escaliers 4 à 4, la fureur commençant à bouillir dans mes veines, remplaçant la peur. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine, en train de couper méticuleusement des légumes pour la soupe. Le bruit régulier du couteau sur la planche m'a semblé insupportable. « Maman, où est la collection de timbres d'Élouan ?» ai-je demandé d'une voix qui tremblait de rage contenue. Elle n'a même pas levé les yeux de sa tâche. « Oh, bonjour Asilis. Tu as fait bonne route ? Il n'y avait pas trop de bouchons à l'entrée de Saint-Étienne ? Je ne te parle pas de la route, bon sang. Je te parle de l'album. Élouan dit qu'il a disparu après que tu as fait le ménage dans sa chambre. » Bernadette a soupiré longuement, posant son couteau avec un geste théâtral d'agacement, comme si je la dérangeais pour une broutille. « Écoute, je ne sais pas, moi. J'ai rangé, oui. La chambre était en désordre. J'ai jeté des vieux magazines et des papiers qui traînaient par terre. Peut-être que ton fils l'a sorti dans le jardin pour jouer ? Tu sais comment sont les enfants, ils sont négligents, ils ne font attention à rien. » Négligents ? Ai-je hurlé, perdant tout contrôle. « Maman, cet album vaut 95 000 €. C'est l'héritage de papy. Tu ne peux pas le traiter comme un vieux magazine télépérimé. Tu sais très bien ce que c'est. » Mon père est entré par la porte-fenêtre du jardin, s'essuyant les mains sur un chiffon sale. « Pourquoi tu cries comme une hystérique dans ma maison ? On t'entend depuis la rue. La collection a disparu, papa. Et vous avez l'air de vous en moquer complètement. C'est l'avenir de votre petit-fils qui vient de s'envoler. » C'est là, à ce moment précis, que mon regard s'est posé sur la table basse du salon, au milieu du désordre habituel de journaux et de publicités. Il y avait une brochure brillante, luxueuse, sur papier glacé. Une brochure pour un camping-car intégral, le genre de véhicule haut de gamme, un palace sur roue qui coûte une véritable fortune. Le modèle était encerclé grossièrement au feutre rouge, avec des points d'exclamation à côté du prix. Le modèle s'appelait le Voyageur. Une intuition terrible m'a frappé de plein fouet. Une nausée violente m'est montée aux lèvres. Mes parents, retraités avec une pension modeste, qui se plaignaient sans cesse depuis des années de ne pas avoir assez d'argent pour réparer leur toiture qui fuit ou changer leur vieille chaudière. Et là, ils regardaient des camping-cars à 80 000 €. J'ai saisi la brochure. Mes mains tremblaient tellement que le papier froissait sous mes doigts. « C'est quoi ça ? » ai-je demandé, la voix basse, menaçante, un grondement sursortant de ma poitrine. Ma mère a soudainement semblé nerveuse. Elle a arrêté de couper ses légumes. Elle a échangé un regard rapide, furtif avec mon père. Ce regard. Ce maudit regard de culpabilité partagée, ce langage silencieux des complices qui savent qu'ils sont découverts. C'est juste un projet, a bégayé mon père, évitant mon regard. Pour nos vieux jours. On a le droit de rêver un peu, non ? Après toute une vie de labeur ? Avec quel argent ? Ai-je insisté, avançant vers eux. Vous m'avez dit le mois dernier en pleurant que vous ne pouviez pas payer le dentiste pour ta couronne. D'où vient l'argent pour un camping-car de luxe ? Le silence qui a suivi était assourdissant, lourd, presque palpable. On n'entendait que le tic-tac obsédant de l'horloge comtoise dans l'entrée. Élouan était descendu silencieusement et se tenait derrière moi, reniflant doucement, serrant son doudou bien qu'il soit trop grand pour ça. Je les ai regardés, mes propres parents, les gens qui m'ont élevé, et j'ai vu la vérité nue et laide dans leurs yeux fuyants. Ils n'avaient pas perdu l'album. Ils ne l'avaient pas égaré. Ils savaient exactement où il était. Et le monstre de la trahison venait de montrer son visage hideux dans notre salon familial, brisant à jamais l'image que j'avais de ma famille. Mais je devais en avoir la preuve. Je devais trouver le corps du délit. Je ne suis pas parti en courant. La rage m'a ancré au sol. J'ai refusé de bouger. J'ai commencé à fouiller. Pas dans les placards, mais là où l'on cache les secrets honteux, dans la poubelle. Je suis allé dans le garage, vers le bac de tri sélectif jaune. Mon métier de comptable m'a appris une chose essentielle, les gens laissent toujours des traces papier. Toujours. Les criminels, même les plus prudents, font des erreurs administratives. Arrête ça. Tu es folle. Criait ma mère en me suivant dans le garage, essayant de me tirer par le bras.
Tu violes notre intimité. Sors de là. C'est ma maison. Je l'ai repoussé. J'ai renversé le bac de recyclage sur le sol en béton froid. Le bruit des bouteilles en plastique et des cartons s'écrasant au sol a résonné. J'ai trié fébrilement les déchets. Des publicités, des emballages de yaourt, et là, froissé en boule, caché au fond d'une boîte de céréales vide, un papier carbone jaune. Une facture. Ou plutôt, un bordereau de vente officielle. Je l'ai défroissé avec soin, comme une pièce à conviction sur une scène de crime. L'en-tête, écrit en lettres gothiques, indiquait « Antiquité Vautrin et Fils, achat et vente d'objets de collection ». La date remontait à mardi dernier. Je l'ai lu à voix haute, chaque mot coupant l'air comme un rasoir. Achat, collection philatélique complète France 19e siècle, série Cérès et Napoléon. État excellent. Montant, 70 000 €. Règlement, virement immédiat. 70 000 €. Ils l'avaient bradé. Ils avaient vendu un trésor estimé à 95 000 € pour 70 000 €, perdant 25 000 € juste parce qu'ils étaient pressés d'avoir du cash rapidement, sans poser de questions. Ils avaient liquidé l'héritage de leur petit-fils comme on vend un vieux meuble encombrant. Je me suis relevé lentement, le papier à la main, face à mes parents qui se tenaient là, pâles comme des linges, adossés à l'établi du garage. « Vous avez volé votre petit-fils », ai-je dit. Ma voix était étrangement calme, du calme terrifiant qui précède l'ouragan dévastateur. « Vous avez volé Élouan. Vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas. » Ma mère a alors changé de tactique. Voyant qu'elle ne pouvait plus nier l'évidence, elle a cessé de jouer la comédie de l'ignorance. Son visage s'est durci, ses traits se sont tordus dans une expression de défiance et de mépris que je ne lui connaissais pas. « On n'a rien volé du tout. » A-t-elle craché avec venin. Cette collection appartenait à la famille. Nous sommes la famille. Papy Ambroise n'a plus toute sa tête, il est sénile. Il n'aurait jamais dû donner ça à un gamin de 10 ans qui ne comprend rien à la valeur de l'argent et qui va juste abîmer ses timbres. C'était irresponsable de sa part. C'était à lui. C'était légalement à lui, il y a un acte de donation. Et Jocelyn ? A interpellé mon père, entrant dans la danse pour défendre sa femme, trouvant soudain du courage. Tu as pensé à ton frère ? Tu ne penses jamais à Jocelyn. Jocelyn. Mon frère cadet de 32 ans. Le bébé de la famille. L'enfant chéri qui n'a jamais rien réussi de sa vie, qui saute d'un projet raté à un autre, toujours renfloué par papa et maman qui épongent ses dettes. Quoi, Jocelyn ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Ton frère va mal, a dit ma mère avec des trémolos exagérés dans la voix, jouant la carte de la pitié. Il est en dépression sévère. Il étouffe dans son travail de vendeur minable. Il a besoin de se retrouver, de se reconnecter avec lui-même. Il a besoin de partir, de voyager, de vivre la van life pour guérir son âme blessée. Ce camping-car, c'est pour lui. Pour qu'il puisse emmener sa nouvelle copine et ses enfants en vacances. C'est une question de santé mentale. C'est vital pour lui. J'étais sidérée. J'avais l'impression d'être tombée dans une dimension parallèle où la logique n'existait plus. Attendez. Vous êtes en train de me dire que vous avez vendu l'héritage d'Élouan, ses futures études, sa sécurité financière, pour acheter un camping-car à Jocelyn pour qu'il puisse aller faire du surf et fumer des joints au Portugal ? C'est ça votre justification ? Élouan a 11 ans. A hurlé ma mère, le visage rouge de colère. Il a toute la vie devant lui pour gagner de l'argent. Jocelyn a besoin d'aide maintenant. C'est ton frère, bon sang. Pourquoi es-tu si égoïste ? Pourquoi tu ne veux pas aider ton propre frère qui souffre ? Tu as un bon travail, toi, tu es cadre, tu n'as pas besoin de ces timbres. Tu es jalouse, c'est ça ? Tu as toujours été jalouse de lui. C'était leur logique. Tordu, toxique, implacable. Dans leur esprit malade, dépouiller un enfant innocent pour financer les vacances d'un adulte irresponsable de 32 ans était un acte de charité, un acte d'amour parental. Parce que Jocelyn était le Golden Child, l'enfant doré, l'élu, et qu'Élouan et moi n'étions que des accessoires, des ressources au service de son bonheur et de ses caprices. Je dois faire une pause ici car mes mains tremblent encore de rage en écrivant ces lignes. C'est le moment précis où j'ai réalisé que je n'étais pas la fille de mes parents, mais juste une banque, une ressource à exploiter. Mettez-vous à ma place un instant.
Si vos parents volaient 95 000 € à votre enfant pour les donner à votre frère ou sœur fainéant, que feriez-vous? Appelleriez-vous la police tout de suite, au risque de détruire la famille et d'envoyer vos parents en prison? Ou essayeriez-vous de négocier pour récupérer l'argent? Dites-moi franchement dans les commentaires ce que vous auriez fait à ce moment précis, car moi, j'étais paralysée par l'horreur. J'ai regardé Elouan. Il avait tout entendu depuis le couloir. Il ne pleurait plus. Il regardait ses grands-parents comme s'ils étaient des monstres, des étrangers effrayants. Et quelque chose s'est brisé en lui ce jour-là, quelque chose de précieux, l'innocence et la confiance. Il a compris que pour ses grands-parents, il valait moins qu'un véhicule de loisirs, moins que le confort de son oncle. « Rendez-moi l'argent », ai-je dit, la voix blanche. « Maintenant. Je veux un chèque tout de suite. » « C'est trop tard », a ricané mon père avec une satisfaction cruelle. Le virement est fait. Le camping-car est commandé et payé. Jocelyn va le chercher demain matin à la concession. Et tu ne feras rien, Asilis. Tu ne vas pas oser. Tu ne vas pas envoyer ton propre frère et tes vieux parents en prison pour des timbres. Tu n'as pas ce courage-là. Il pensait avoir gagné. Il pensait me tenir. Il pensait que la culpabilité familiale, ce vieux levier psychologique qu'ils utilisaient contre moi depuis mon enfance pour me faire plier, fonctionnerait encore une fois. Il pensait que j'allais baisser la tête et accepter l'inacceptable pour la paix des ménages. Il se trompait lourdement. Il ne savait pas qu'il venait de réveiller une lionne dont on avait menacé le petit. Le lendemain, le cauchemar abstrait est devenu une réalité matérielle, tangible. Je n'avais pas dormi de la nuit, tournant et retournant dans mon lit, cherchant une solution. Je suis retournée chez eux le samedi matin, espérant encore, contre toute raison, un sursaut de conscience, une annulation de la vente au dernier moment. Mais quand je suis arrivée dans l'allée, il était là. Le monstre de métal. Un immense camping-car blanc et gris, rutilant, prenait toute la place devant le garage, écrasant les plates-bandes de fleurs. C'était un véhicule énorme, luxueux, avec un store-ban électrique et des finitions chromées. Jocelyn était en train de faire le tour du véhicule, son téléphone dernier cri à la main, filmant une story pour Instagram. Jocelyn, 32 ans, coach de vie holistique autoproclamé, portait des lunettes de soleil de marque sur le nez, un t-shirt moulant et un sourire éclatant de dents blanches. Il n'avait aucune honte. Aucune gêne. Il rayonnait de cette arrogance insupportable des gens à qui tout est dû. « Salut la sœurette !» a-t-il lancé en me voyant sortir de ma voiture. Tu as vu la bête? C'est incroyable, non? C'est la liberté, la vraie. Merci papa, merci maman. Vous êtes les meilleurs. Il m'a tendu son téléphone presque sous le nez pour me montrer sa publication qu'il venait de poster. La photo le montrait appuyé contre le capot, bras croisés, regardant l'horizon. La légende disait « Nouveau départ ». Merci à mes parents incroyables qui soutiennent toujours mes rêves et croient en moi. Le voyage commence. #vanlife, #healing, #blessed, #family first. J'ai senti la bile monter dans ma gorge, un goût acide de dégoût pur. #family first? Quelle ironie macabre. Tu sais d'où vient l'argent, Jocelyn? Lui ai-je demandé froidement, le fixant droit dans les yeux derrière ses verres fumés. Tu sais qui a payé pour ton jouet? Il a haussé les épaules, un geste désinvolte qui m'a donné une envie violente de le gifler. Il a rangé son téléphone dans sa poche. Ouais, maman m'a dit. Les vieux timbres de papy. Franchement, Asilis, détends-toi. C'est mieux comme ça. Ces timbres prenaient la poussière dans un placard. Personne ne les regardait. Là, au moins, l'argent sert à quelque chose de vivant, de dynamique. Je vais créer du contenu, je vais inspirer des gens sur Internet. C'est un investissement pour mon avenir professionnel. Elouan ne s'en servait pas, de toute façon. Un investissement. Voler l'avenir d'un enfant pour qu'un raté puisse jouer les influenceurs et se faire mousser sur les réseaux sociaux. C'était leur vision du monde. Je vais porter plainte, ai-je lâché, les mains serrées en poing. Je vais aller au commissariat central maintenant. C'est du vol aggravé. Je ne laisserai pas passer ça. Le sourire de Jocelyn s'est effacé instantanément. Mes parents, qui observaient la scène depuis le perron, sont sortis de la maison en courant, paniqués. « Tu ne feras pas ça !» a crié ma mère, se plantant devant moi comme une furie.
Tu es folle. Puis, voyant que je me dirigeais vers ma voiture, elle a sorti sa carte maîtresse. Le chantage affectif ultime, l'arme atomique. Si tu portes plainte contre nous, Asilis, je te le jure sur la tête de ton père, je te détruis. Je dirai aux services sociaux que tu es instable psychologiquement. Je dirai que tu laisses Elouan seul le soir pour aller voir des hommes. Je dirai à tout le monde que tu es une fille ingrate qui essaie de ruiner sa vieille mère malade cardiaque. Et tu sais quoi? Le juge aux affaires familiales m'écoutera. On demandera un droit de visite forcée, ou même la garde. On te pourrira la vie avec des procédures jusqu'à ce que tu craques nerveusement. J'ai reculé d'un pas, sonné. La menace était réelle et terrifiante. En France, les grands-parents ont des droits spécifiques, et ma mère est une manipulatrice hors pair, capable de pleurer sur commande et de charmer n'importe quel assistant social. Elle pourrait transformer ma vie en enfer juridique pendant des années. Jocelyn a rigolé, voyant mon hésitation. Allez, sois pas rabat-joie. Monte, je te fais visiter l'intérieur. Il y a même une douche à l'italienne et des panneaux solaires. C'est le top du confort. J'ai pris Elouan par la main, le serrant si fort qu'il a grimacé. Je l'ai tiré vers ma voiture sans un mot de plus. On s'en va, maman? A-t-il demandé d'une petite voix. Oui, chérie. On s'en va. Et on ne reviendra plus jamais dans cette maison de fous. Dans la voiture, alors que je conduisais sans but à travers la ville, les larmes coulant silencieusement sur mes joues, je me sentais impuissante. Battue. Humiliée. Ils avaient l'argent, ils avaient le véhicule, et ils avaient l'audace de me menacer. Je n'avais que ma rage et mon désespoir. Mais je n'étais pas tout à fait seule. Il me restait une personne. La personne à qui appartenaient vraiment ces timbres à l'origine. Mes parents avaient dit que Papy Ambroise était gaga, qu'il ne comprenait plus rien au monde qui l'entourait. C'était leur version, leur mensonge pour se dédouaner. Je devais vérifier par moi-même. Je devais savoir si le lion était encore capable de rugir. Je ne pouvais pas affronter cette montagne seule. J'ai appelé tante Sidonie. C'est la sœur cadette d'Ambroise, une femme de 78 ans, célibataire endurcie, ancienne institutrice à la retraite. Elle vit dans une petite maison remplie de livres et de chats. Elle a un caractère d'acier trempé et une langue bien pendue. Elle a toujours détesté ma mère, qu'elle qualifie ouvertement de pivoleuse et d'hypocrite. Quand je lui ai raconté l'histoire au téléphone, sa voix s'est brisée, puis durcie. Il y a eu un long silence pesant. Puis elle a dit, passe me prendre tout de suite. On va voir ton grand-père. Maintenant. On ne laisse pas passer ça. L'EHPAD Les Cèdres Bleus était un endroit calme, sentant l'encaustique et la soupe de légumes. Papy Ambroise était dans sa chambre, assis dans son vieux fauteuil en velours, en train de lire le journal local avec une grosse loupe éclairante. Quand il nous a vus entrer, son visage ridé s'est illuminé d'un sourire sincère. Il avait vieilli, certes, ses mains tremblaient un peu, mais son regard bleu était vif, perçant. Loin, très loin du vieillard sénile et dément que mes parents décrivaient pour justifier leur vol. Asilis. Sidonie. Quelle bonne surprise. Où est le petit champion? Pourquoi faites-vous ces têtes d'enterrement? J'ai demandé à Elouan d'attendre dans le couloir avec une infirmière gentille qui lui a proposé un chocolat chaud. Je ne voulais pas qu'il assiste à la douleur de son arrière-grand-père. Je me suis assise en face de lui, sur le petit tabouret. J'ai pris ses mains parcheminées et froides dans les miennes. Et j'ai tout raconté. Sans rien cacher. La disparition de l'album. La vente clandestine à Monsieur Vautrin. Le prix dérisoire de 70 000 €. Le camping-car ostentatoire de Jocelyn. Les menaces ignobles de ma mère concernant la garde d'Elouan. J'avais peur que le choc ne lui cause une crise cardiaque. Je surveillais sa respiration. Je m'attendais à le voir hurler, pleurer, s'effondrer. Mais Ambroise est resté silencieux. Immobile. Il a retiré ses lunettes lentement. Il les a essuyées méticuleusement avec un mouchoir en tissu. Son visage est devenu de marbre, une statue de commandeur. Une colère froide, contrôlée, émanait de lui, remplissant la petite chambre. C'était terrifiant, bien plus que des cris. Ils ont vendu ma vie pour une camionnette, a-t-il murmuré d'une voix qui semblait venir d'outre-tombe. Et ils ont volé l'avenir du petit. Ils ont osé toucher à l'héritage sacré.
Il a tourné la tête vers Sidonie. Tu le savais, toi, que Bernadette lorgnait dessus? Je m'en doutais, Ambroise, a répondu Sidonie en serrant les poings. Elle a toujours été jalouse de ce que tu donnais aux petits. Mais je ne pensais pas qu'ils oseraient passer à l'acte tant que tu es encore en vie. Ils t'ont enterré trop vite. Papy Ambroise s'est redressé dans son fauteuil. Il a soudain semblé rajeunir de 10 ans. L'ancien cheminot syndicaliste, le combattant qui avait mené des grèves, était de retour. L'étincelle de la guerre brillait dans ses yeux. Asilis, tu n'as pas porté plainte au commissariat? Non, papy. Ils m'ont menacé. J'ai eu peur pour Élouan. Je ne savais pas quoi faire. Bien, a-t-il dit, surprenant tout le monde. C'est mieux ainsi. Ne fais rien pour l'instant. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Laisse-les s'endormir dans leur fausse victoire. Comment ça? Ai-je demandé, perdu. C'est bientôt leur anniversaire de mariage, non? Les noces de Ruby? 40 ans de mariage? Oui, dans 6 semaines. Ils organisent une grande fête dans le jardin. Ils ont invité tout le quartier. Ils veulent inaugurer le camping-car devant tout le monde, faire un grand show. Un sourire mince, presque cruel, s'est dessiné sur les lèvres fines de mon grand-père. Un sourire de prédateur. Parfait. Je serai là. Je ne raterai ça pour rien au monde. Mais papy, tu ne sors jamais. Ils disent à tout le monde que tu es trop faible, que tu es alité. Je sortirai, a-t-il tranché d'un ton sans réplique. Je marcherai s'il le faut. Appelle mon vieil ami, maître Baudouin, l'avocat. J'ai besoin de faire quelques mises à jour urgentes dans mes papiers officiels. Et toi, Asilis, ne leur dis rien. Absolument rien. Joue le jeu, laisse-les se pavaner. Plus ils monteront haut sur leur piédestal, plus la chute sera belle et fracassante. Les 6 semaines qui ont suivi ont été une torture psychologique raffinée. J'ai dû devenir une actrice digne d'un Oscar. J'ai dû faire semblant d'avoir accepté la situation, d'avoir avalé la pilule amère pour le bien de la famille sacrée. J'ai dû ravaler ma fierté chaque jour. J'ai répondu aux appels de ma mère qui, soulagée que je ne fasse pas de vagues avec la police, est redevenue mielleuse, presque aimable. Tu verras, c'est mieux comme ça, ma chérie, disait-elle au téléphone d'une voix doucereuse. Jocelyn va tellement mieux. Il revit. Il a déjà décoré l'intérieur du camping-car avec des attrape-rêves et des coussins ethniques. C'est magnifique, tu devrais voir ça. On est tellement fiers de lui. Je devais me mordre la langue jusqu'au sang pour ne pas hurler ma haine dans le combiné. Chaque dimanche, lors des déjeuners de famille obligatoires où je me rendais pour ne pas éveiller les soupçons, je devais écouter Jocelyn raconter ses projets de voyage délirants. Je vais commencer par la Côte d'Azur pour l'été, puis l'Italie en automne. Ah, au fait Asilis, tu pourrais me prêter 200 € pour le premier plein de gazole? Le carburant est super cher et mes allocations chômage ne sont pas encore tombées. Je te rembourserai quand je serai célèbre. L'audace. L'audace absolue et sans limite. Il conduisait un véhicule à 80 000 € payés par l'argent volé à mon fils, et il me demandait de l'argent pour l'essence. Désolé, Jocelyn, je suis à sec ce mois-ci, répondais-je froidement, fixant mon assiette pour ne pas lui planter ma fourchette dans la main. Pendant ce temps, dans l'ombre, la contre-attaque s'organisait méticuleusement. Papy Ambroise, tante Sidonie et maître Baudouin travaillaient en secret, comme un commando. Maître Baudouin est un avocat de la vieille école, un homme rigide, intègre, qui ne plaisante pas avec le droit de la propriété et encore moins avec la protection de l'enfance. Ils ont retrouvé monsieur Vautrin, l'antiquaire qui avait acheté les timbres. Baudouin est allé le voir dans sa boutique. Il lui a mis un coup de pression légale monumental, recel de vol, abus de faiblesse sur personnes vulnérables, complicité d'abus de confiance. Vautrin, un petit notable de province terrifié à l'idée de perdre sa licence et sa réputation, a immédiatement accepté de coopérer. Il a gardé la collection sous scellé dans son coffre, promettant de ne pas la revendre en attendant l'issue du conflit familial. Mais mes parents ne le savaient pas. Ils pensaient que les timbres étaient déjà dispersés aux 4 vents. Le jour de la fête est finalement arrivé. Un samedi ensoleillé et chaud de juillet. Le jardin de mes parents était transformé en salle de réception en plein air. Des ballons rouges et blancs flottaient partout. Des guirlandes lumineuses pendaient dans les arbres. Le camping-car trônait au milieu de la pelouse tondue de frais,
comme un trophée, une idole païenne, lavée, lustrée, brillant sous le soleil. Une cinquantaine d'invités étaient là, la famille élargie, les cousins éloignés, les voisins curieux, les anciens collègues de mon père. Tout le monde s'extasiait devant le véhicule, touchant la carrosserie, visitant l'intérieur. « Quelle réussite !» disait une voisine envieuse. « Vous gâtez vos enfants, c'est merveilleux de voir une famille aussi unie. » Un si beau cadeau pour Jocelyn. « Oh, vous savez, on fait ce qu'on peut », répondait ma mère avec une fausse modestie esséurante, un verre de champagne à la main, vêtue d'une robe neuve. La famille, c'est sacré. On donnerait tout pour nos enfants. J'étais là avec Élouan, posté près du buffet. Mon fils restait collé à ma jambe, refusant d'approcher ses grands-parents, refusant de monter dans le camping-car malgré les appels de son oncle. « Maman, je veux partir », chuchotait-il, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas être là. Ils sont méchants. »« Patience, mon chéri », lui ai-je glissé à l'oreille en lui caressant les cheveux. « Attends encore un tout petit peu. Fais confiance à maman. Le spectacle va commencer, et les méchants vont être punis. » Jocelyn faisait le tour des invités, jouant les guides touristiques dans son camping-car, ouvrant les placards, montrant le frigo. Il rayonnait. Il était la star du jour. Mes parents rayonnaient de fierté. Ils avaient réussi le coup parfait, voler impunément, blanchir leurs crimes en cadeaux généreux, et se faire passer pour des héros aux yeux de la communauté. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Ils avaient oublié qu'Ambroise n'était pas mort. Ils avaient oublié que la justice est un plat qui se mange froid. Il était 16 heures. Le soleil tapait fort. C'était l'heure des discours officiels. Mon père a tapoté sur son verre en cristal avec une fourchette pour demander le silence. Le tintement a traversé le jardin. Mes amis, merci d'être venus si nombreux célébrer nos 40 ans de mariage. Ces années ont été remplies d'amour, de travail et de sacrifices. Il a commencé son blabla habituel, plein de lieux communs et de mensonges. Ma mère souriait à ses côtés, la main sur le cœur, jouant la femme comblée. Jocelyn se tenait un peu en retrait, appuyé nonchalamment sur le camping-car. Soudain, un bruit métallique a interrompu le discours. Le grand portail en fer forgé de l'entrée a grincé lourdement. Tout le monde s'est retourné, surpris. Une ambulance privée blanche, avec gyrophare éteint mais visible, s'est garée juste derrière le camping-car, bloquant totalement la sortie. Les portes arrière se sont ouvertes avec fracas. Le silence s'est fait dans le jardin. Un silence lourd, pesant, total. Même les oiseaux semblaient s'être tus. 2 ambulanciers en uniforme ont aidé un vieil homme à descendre du véhicule. Il ne portait pas de pyjama d'hôpital. Il portait son plus beau costume 3 pièces gris anthracite, une chemise blanche immaculée, une cravate en soie bordeaux, et tenait fermement sa canne à pommeau d'argent. Papy Ambroise. À ses côtés, tante Sidonie, le port-altier, vêtu de noir comme pour un enterrement, et maître Baudouin, impeccable dans son costume, portant une épaisse mallette en cuir noir. Ma mère a lâché son verre de champagne. Il s'est brisé sur la terrasse en pierre, mais personne n'a fait attention au bruit du verre cassé. Elle est devenue livide, comme si elle voyait un fantôme. « Papa » a-t-elle couiné, sa voix montant dans les aigus. « Mais, qu'est-ce que tu fais là ? On ne t'attendait pas. Tu es censé être au lit. » Ambroise n'a pas répondu. Il n'a même pas regardé sa fille. Il a avancé lentement, mais avec une détermination effrayante, fendant la foule des invités comme Moïse ouvrant la mer Rouge. Les invités s'écartaient précipitamment avec respect et stupeur, créant une allée centrale. On n'entendait que le bruit rythmé de sa canne sur les dalles. Tac. 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 Un métronome de la justice. Il est arrivé devant l'estrade improvisée où se tenaient mes parents et Jocelyn, figés par la peur. Jocelyn avait l'air d'un petit garçon pris la main dans le sac de bonbons, ses lunettes de soleil glissant sur son nez. Ambroise s'est arrêté. Il a pris une profonde inspiration. Il a regardé le camping-car longuement. Il a fait une moue de dégoût absolu. Puis il a planté ses yeux bleus glacés dans ceux de sa fille. « Je suis venu voir ce que vous avez acheté avec ma vie », a dit Ambroise. Sa voix n'était pas forte, il ne criait pas, mais elle portait loin, claire et tranchante comme une lame de guillotine. « Papa, on voulait te faire la surprise », a tenté de mentir Bernadette, bégayant, reculant d'un pas. « On allait venir te chercher pour te montrer. »
Ambroise a levé sa canne brusquement pour la faire taire. Le geste était si autoritaire qu'elle s'est tue net. « Tais-toi, Bernadette. Tu as assez menti pour une seule vie. » Il s'est tourné vers les invités. 50 paires d'yeux le fixaient, fascinés par le drame qui se jouait. « Vous voyez ce véhicule ?» a demandé Ambroise en pointant le camping-car du bout de sa canne. « Ma fille et son mari vous ont dit qu'ils l'avaient acheté avec leurs économies ? Avec le fruit de leur travail ? » Des murmures confus ont parcouru l'assemblée. Les gens commençaient à comprendre que quelque chose de grave se passait. Non. Ils l'ont acheté en volant un enfant. Ils l'ont acheté en dépouillant mon arrière-petit-fils, Élouan, ici présent. Le choc a été palpable, physique. Un oh collectif a traversé la foule. Les visages se sont décomposés. « Papa! Arrête! Tu es sénile !» a crié ma mère, paniquée, essayant désespérément de sauver la face et sa réputation. « Ne l'écoutez pas, il ne sait plus ce qu'il dit, il perd la tête, c'est la démence. Il faut le ramener à l'hospice. » « Je sais parfaitement ce que je dis, Bernadette, a tonné Ambroise, sa voix gagnant en puissance. Vous avez volé la collection de timbres que j'avais léguée légalement à Élouan il y a 2 ans. Une collection que j'ai mis 60 ans à bâtir, timbre après timbre. Vous l'avez vendue en cachette, comme des voleurs de grand chemin, pour 70 000 € à un brocanteur douteux, alors qu'elle en vaut près de 100 000. Tout ça pour payer des vacances à ce parasite. Il a pointé sa canne vers Jocelyn comme on pointe une arme. Jocelyn a reculé, trébuchant presque contre le pare-choc de son précieux van. « Papy, c'est pas. Je savais pas. Je ne suis pas ton papy. » a rugi le vieil homme, ses joues rougissant sous l'effort. Un homme de 30 ans qui accepte de voler un enfant de 10 ans pour son propre confort n'est pas mon petit-fils. C'est une honte pour notre nom. Tu me dégoûtes. L'atmosphère était électrique. Les invités, gênés, choqués, commençaient à reculer vers la sortie. Certains sortaient leur téléphone, mais pas pour filmer le camping-car cette fois, mais pour capturer la chute de la maison. Maître Baudouin s'est avancé. Il a posé sa mallette sur la table du buffet, poussant les petits fours. Il l'a ouverte avec un claquement sec. Le moment juridique, le coup de grâce, était arrivé. Maître Baudouin a ajusté ses lunettes sur son nez. Il a sorti une pile de documents officiels, tamponnés et signés. Madame Bernadette, Monsieur Francis, Monsieur Jocelyn. Ce que Monsieur Ambroise affirme est factuel, documenté et prouvé. Voici l'acte de donation notarié enregistré il y a 2 ans, prouvant sans l'ombre d'un doute que la collection appartenait exclusivement à l'enfant mineur, Élouan. Voici la copie du bordereau de vente signé de votre main, Bernadette, récupéré chez l'antiquaire, qui constitue une preuve matérielle de vol et d'abus de confiance. Ma mère tremblait de tout son corps, ses jambes ne la portaient plus. Mon père s'est effondré sur une chaise de jardin en plastique qui a plié sous son poids, la tête dans les mains. Nous avons 2 options, a poursuivi l'avocat, sa voix résonnant comme un jugement divin dans le jardin silencieux. Option numéro 1, je dépose cette plainte pénale, qui est déjà rédigée et signée, lundi matin à 9 heures précises au bureau du procureur de la République. Avec les preuves accablantes que nous avons, c'est la prison ferme assurée pour vol en réunion, abus de faiblesse sur personne vulnérable et abus de confiance au préjudice d'un mineur. Sans compter le casier judiciaire qui vous suivra à jamais et la honte publique. Jocelyn a commencé à pleurer bruyamment, la morve-au-nez. La prison ? Mais je ne savais pas. C'est maman qui a dit que c'était bon. Elle m'a dit que c'était un cadeau. Je n'ai rien fait. Le lâche. Il lâchait déjà sa mère, la jetant sous le but pour sauver sa propre peau. Ma mère l'a regardé avec incrédulité. Option numéro 2, a continué Baudouin, imperturbable face aux larmes de crocodile de mon frère. Vous restituez l'intégralité de la somme réelle de la valeur de la collection, soit 95 000 €, sur le compte bloqué d'Élouan. Vous avez 48 heures. Pas une minute de plus. Mais on n'a pas 95 000 €. A hurlé ma mère, hystérique. On a tout dépensé pour le camping-car. Il ne nous reste rien. On est à sec. Ambroise a repris la parole. Il a souri, mais c'était un sourire triste, sans joie. Alors vendez-le. Vendez tout. Vendez votre camping-car. Vendez votre voiture. Vendez vos bijoux.
Hypothéquer la maison s'il le faut. Je m'en fiche éperdument. Si lundi matin, l'argent n'est pas sur le compte d'Élouan au centime près, je donne le feu vert à l'avocat et je vous envoie tous les trois derrière les barreaux. Et croyez-moi, je vivrai assez longtemps pour voir ça. Je tiendrai bon juste pour ça. Puis, il apportait l'estocade finale, celle qui allait les achever financièrement pour toujours. Et concernant mon testament, j'avais prévu de laisser la maison familiale à la campagne et mes économies à toi, Bernadette, ma fille unique. C'est fini. J'ai signé les nouveaux papiers ce matin même. Tout, absolument tout ce que je possède, ira directement à Asilis et Élouan. Vous n'aurez plus rien. Pas un centime. Pas un meuble. Pas un timbre. Rien. Vous êtes déshérités. C'était une exécution publique. Brutale. Nécessaire. Les invités, dégoûtés par ce qu'ils venaient d'entendre, ont commencé à partir en masse. Personne n'a dit au revoir à mes parents. Personne n'a remercié pour le champagne. Ils partaient en silence, jetant des regards de mépris vers le camping-car qui semblait soudain bien ridicule et vulgaire. Jocelyn s'est assis par terre dans l'herbe, pleurnichant comme un enfant de 5 ans. Mais mon projet, mes vacances, mes abonnés. Tais-toi. Lui a crié mon père, sortant enfin de sa torpeur pour réaliser l'ampleur du désastre financier et social. Tais-toi, imbécile. On va tout perdre à cause de tes caprices. Tu nous as ruinés. Ambroise s'est tourné vers moi et Élouan. Il nous a fait un petit clin d'œil complice, retrouvant son visage de grand-père aimant. Viens, mon grand, a-t-il dit à Élouan. On rentre. Ce n'est pas un endroit pour des gens honnêtes ici. L'air est vicié. La fête s'est terminée non pas par des feux d'artifice et des rires, mais par une guerre civile familiale. Alors que nous quittions les lieux avec Ambroise dans l'ambulance, j'ai entendu les cris commencer derrière nous dans le jardin. Bernadette hurlait sur Francis, l'accusant de ne pas l'avoir soutenu. Francis hurlait sur Jocelyn, l'accusant d'être un bon à rien. Jocelyn hurlait sur tout le monde. Ils se déchiraient comme des rats dans un navire en train de couler, chacun essayant de mordre l'autre pour survivre. Le lendemain, dimanche, mon téléphone a explosé de messages et d'appels. Pas d'excuses, bien sûr. Ces gens ne savent pas s'excuser. Des supplications, des menaces, du chantage. Ma mère m'a envoyé des dizaines de messages vocaux en pleurs. Asilis, sois raisonnable, parle à ton grand-père. On ne peut pas trouver 95 000 € en 2 jours. Les banques sont fermées le dimanche. On va être ruiné. Tu ne peux pas faire ça à ta propre mère. Jocelyn m'a envoyé des messages pathétiques. Sœurette, s'il te plaît, ils vont me reprendre le van. Je vais avoir l'air de quoi sur Instagram? J'ai déjà annoncé mon départ à ma communauté. J'ai des sponsors. Aide-moi, prête-moi de l'argent. Je n'ai pas répondu. Pas un seul mot. J'ai bloqué leur numéro. J'ai savouré le silence de mon petit appartement. J'ai préparé des crêpes pour Élouan et nous avons regardé un film, tranquille. Ils ont dû vendre le camping-car en urgence absolue dès le lundi matin. Comme il était déjà immatriculé et considéré comme occasion, il a perdu 20% de sa valeur instantanément dès la sortie de la concession. Ils ont perdu une fortune. Ils ont dû vider leur compte épargne-retraite, vendre la 2e voiture de mon père, et je crois même, d'après les rumeurs, qu'ils ont dû emprunter de l'argent à un oncle éloigné pour compléter la somme manquante. Mais lundi matin, à 8h55, 5 minutes avant leur limite fixée par l'avocat, mon téléphone a vibré. Une notification de ma banque. Virement reçu, 95 000 €. Motif, remboursement. Ils l'avaient fait. La peur de la prison et du déshonneur public avait été plus forte que leur avarice. Maître Baudouin a pu récupérer la collection de timbres chez l'antiquaire le jour même. Monsieur Vautrin a été remboursé par mes parents, mais il a perdu sa marge et a reçu un sérieux avertissement de la part de l'ordre des experts. Bien fait pour lui. La collection est revenue à la maison le soir même. Nous l'avons regardée une dernière fois avec Élouan, vérifiant que chaque timbre était là. Puis, elle est partie directement dans un coffre-fort sécurisé à la banque, dont seul Élouan aura la clé à ses 18 ans. Plus jamais elle ne restera sans surveillance. L'après-coup a été dévastateur pour eux. La réputation de mes parents dans la petite ville de Saint-Étienne est détruite. Les invités ont parlé. Les voisins ont parlé.
Tout le monde sait qu'ils ont volé leur petit-fils pour acheter un camping-car. Ils n'osent plus sortir au marché le dimanche matin. Ils vivent reclus dans leur grande maison vide dont le toit fuit toujours, avec un fils dépressif et aigri qui n'a plus de camping-car et qui leur reproche son échec cuisant. Le Golden Child est devenu leur boulet, leur croix à porteur. Ils sont coincés ensemble, dans leur toxicité, se nourrissant de leur amertume. C'est leur punition, et elle durera jusqu'à la fin de leur jour. 1 an a passé depuis ce fameux anniversaire catastrophique. Les saisons ont tourné, et nous aussi. Elouan a bien grandi. Il a pris de l'assurance. L'argent est en sécurité, fructifiant sagement pour ses futures études d'histoire ou d'archéologie. Mais plus important encore, il a retrouvé le sourire et sa légèreté d'enfant. Il a compris grâce à cette épreuve et à l'intervention de son arrière-grand-père que le mal ne venait pas de lui, mais d'eux. Il a compris qu'il méritait d'être protégé. Nous avons coupé tout contact avec mes parents et Jocelyn. C'est ce qu'on appelle le no contact strict. C'est dur, parfois, je ne vais pas mentir. Surtout à Noël ou aux anniversaires, quand on voit les autres familles réunies. On ressent un vide. Mais la paix que nous avons gagnée, la sérénité de ne plus être manipulé, jugé ou volé, n'a pas de prix. Papy Ambroise est toujours là, contre toute attente. Il est fatigué, il marche plus lentement, mais il est heureux. Chaque dimanche, nous allons le voir à l'EHPAD avec des croissants chauds et tante Sidonie. Elouan lui montre ses nouvelles trouvailles philatéliques, des timbres moins chers qu'il achète avec son argent de poche dans les brocantes. Ils passent des heures à discuter, la tête penchée sur les albums, 2 générations unies par la même passion. C'est l'image que je veux garder de ma famille. Celle de la transmission, de l'amour vrai, désintéressé et protecteur. J'ai appris une leçon brutale mais essentielle au cours de cette année. La famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie, de l'ADN partagé. La vraie famille, ce sont les gens qui vous respectent, qui protègent vos intérêts, qui se battent pour vous, et qui ne vous volent pas pour s'acheter une image sociale. Parfois, il faut avoir le courage d'amputer un membre gangrené pour sauver le reste du corps. J'ai amputé mes parents de ma vie, et depuis, je respire enfin à plein poumon. Quant au camping-car de mes rêves à moi, c'est juste une petite tente quechua que je plante dans le jardin de tante Sidonie l'été, où je regarde les étoiles filantes avec mon fils, en sachant que personne ne viendra nous voler ce moment magique. Voilà, c'est la fin de notre histoire. Une histoire de trahison, certes, mais surtout une victoire éclatante de la justice et de l'intégrité. J'espère que mon témoignage vous donne le courage de poser vos propres limites, même avec votre famille proche, même si c'est difficile et douloureux. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez déjà vécu une situation similaire d'injustice familiale ou de favoritisme, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et de faire entendre notre voix. Et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille pour vous protéger ou protéger vos enfants? Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul et moins coupable. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de ceux qui vous aiment vraiment pour qui vous êtes et non pour ce que vous possédez. À bientôt.